Bonsoir, bienvenue à la troisième session de notre série de formation intitulée « Dès aujourd'hui, pensez à demain ». Prenez les devants, anticipez votre fin de carrière, les clés d'une transmission d'entreprise réussie et votre pension méritée, destinée aux entrepreneurs indépendants prévoyants. Les deux soirées précédentes étaient attribuées aux préparations de votre transmission d'entreprise, l'immobilier et le personnel dans le cadre de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, Nathalie Degreve, conseillère au Centre de connaissances de Liantis, va vous expliquer le régime de pension des indépendants et réglementation sur l'activité autorisée. La session durera environ 1 heure. Vous avez l'opportunité à poser vos questions via le chat. Demain, vous recevrez les enregistrements de ce webinaire et aussi des 2 webinaires précédents. Nous remercions nos partenaires Uniso, Liantis, Integral et spécifiquement 1819 qui a rendu possible que ces webinaires sont gratuits. Je remercie aussi notre collègue Pieter-Jan Engels pour tout le support technique. Je souhaite tous une soirée instructive. Merci Guido. Bonsoir à tous. Pendant l'heure qui suit, nous allons parcourir ensemble les points les plus importants au sujet de la pension des travailleurs indépendants. Comme Guido l'a dit, si vous avez des questions pendant cette formation, n'hésitez pas à les poser dans les chats donc, à droite à votre écran. Nous allons d'abord voir ensemble à quel moment l'indépendant peut prendre sa pension, quand il peut en faire la demande, et nous verrons comment le montant de la pension est calculé. Nous examinerons ensuite la situation du pensionné qui exerce une activité indépendante. Nous verrons ainsi quelles sont les règles de l'activité autorisée pendant la pension et de quelles cotisations sociales le pensionné actif est redevable. Quand puis-je prendre ma pension? Nous connaissons tous l'âge légal de la pension qui, en ce moment, est de 65 ans. À l'âge de 65 ans, on peut donc de toute façon prendre sa pension légale constituée. Plus précisément, on peut prendre sa pension le mois qui suit le mois du 65e anniversaire. Donc, si vous atteignez l'âge légal de 65 ans en juillet 2021, par exemple, votre pension pourra prendre cours à partir du mois d'août de l'année 2021. Donc, indépendamment du nombre d'années de carrière que vous totaliserez à ce moment-là. L'âge légal de la pension sera cependant augmenté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Concrètement, cela veut dire que si vous êtes né en 1960, 1961, 1962 ou 1963, l'âge légal est déjà de 66 ans pour vous. Excusez-moi. Si vous êtes né à partir du 1er janvier 1964, vous atteignerez l'âge légal qu'à 67 ans. Si vous disposez d'une carrière de pension suffisamment longue, vous pouvez cependant décider de prendre votre pension plus tôt. Donc, cela va dépendre de votre âge et de la longueur de votre carrière de pension. On va voir sur le slide suivant quelles sont ces 2 conditions précises. La durée nécessaire de votre carrière pour accéder à la pension anticipée donc dépendra de l'âge auquel vous souhaitez prendre votre pension. Vous voyez sur ce slide qu'une pension anticipée n'est que possible qu'à partir de l'âge de 60 ans. Par contre, il faut également démontrer à ce moment-là une carrière de 44 ans. Donc, prendre la pension anticipée à l'âge de 60 ans est donc uniquement possible que pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt.
Voyons un peu plus loin. Si vous avez par exemple 63 ans, vous pouvez prendre votre pension de manière anticipée à partir du moment où vous totaliserez une carrière de 42 années. Il faut donc que les deux conditions soient réunies en même temps, avoir au moins un certain âge et démontrer au moins un certain nombre d'années de carrière. Si par exemple vous démontrez 42 années de carrière à l'âge de 64 ans, vous pourrez donc prendre votre pension de manière anticipée dès que vous atteignerez ces 42 années de carrière, car la condition d'âge, qui est de 63 ans, sera déjà remplie. Si les conditions ne sont pas remplies, vous ne pourrez que prendre votre pension au plus tôt à l'âge légal, donc à 65, 66 ou 67 ans. Il y a quelques exceptions à cela et ces exceptions sont assez restreintes maintenant. Plus précisément, il y a des exceptions encore prévues pour les personnes qui sont nées en 1956 et en 1957. Les exceptions permettraient à ces personnes de prendre leur pension anticipée un peu plus tôt. Concrètement, pour ce qui s'agit de l'exception se porte surtout sur le nombre d'années de carrière que vous devez totaliser pour accéder donc à cette pension anticipée. Donc normalement, il faut toujours au moins 42 années de carrière, mais si vous êtes né en 1956 ou en 1957, il vous suffit de au moins 41 années de carrière. Concrètement, si vous êtes né en 1956 et si vous démontrez au moins 41 années de carrière, vous pouvez directement prendre votre pension sans devoir attendre le mois au courant duquel vous allez atteindre l'âge légal de 65 ans excusez-moi, en 2021. Donc, pour les personnes qui sont nées en 1956, l'exception permet actuellement d'avancer la prise de cours de la pension de quelques mois seulement. Si vous êtes né en 1957, vous atteindrez l'âge légal l'année prochaine. Vous pouvez cependant également prendre votre pension plus tôt si vous démontrez donc déjà 41 années de carrière. Donc voilà, les exceptions prévues sont que pour les personnes qui sont nées en 1956 et 1957. Si vous êtes né plus tard, le plus important à retenir, c'est qu'une pension anticipée est possible qu'à partir de 42 années de carrière. Qu'est-ce qu'on entend maintenant avec une année de carrière? Quelles années sont prises en compte comme années de carrière? Toutes les années ne comptent naturellement pas pour la pension anticipée. Si vous êtes indépendant, seules les années civiles durant lesquelles vous avez constitué des droits de pension pendant au moins 2 trimestres comptent. Donc, si vous avez payé 2 trimestres à titre principal ou en tant que conjoint aidant, cette année-là peut compter comme année de carrière en tant qu'indépendant. À cela, j'aimerais directement rajouter une petite parenthèse. Tous les trimestres comptent pour le calcul du montant de la pension, mais uniquement 2 trimestres sont nécessaires pour que cette année puisse compter comme année de carrière pour accéder donc plutôt à la pension. Bien évidemment, si vous avez été actif durant toute l'année complète, vous êtes assujetti pour les 4 trimestres et vous devez payer ces 4 trimestres en tant qu'indépendant. Si vous êtes salarié ou si vous êtes fonctionnaire, les années prises en compte pour donc comme année de carrière sont des années durant lesquelles vous avez presté un tiers d'un temps plein. Donc cela correspond à 104 jours à temps plein de presté. Si vous avez été salarié auparavant et puis si vous avez été indépendant à temps plein par la suite, on va donc regarder combien d'années de carrière vous totalisez pour vérifier si vous pouvez accéder plutôt à la pension. Il est important de savoir que si vous avez une carrière mixte, une même année civile ne peut pas être prise en compte 2 fois. Donc, si vous avez été indépendant à titre principal pendant 2 trimestres et qu'ensuite vous avez été salarié et vous avez encore presté la même année au moins 104 jours civils complets, cette année-là ne comptera qu'une fois comme année de carrière. Ensuite, il est important de noter que les années d'études rachetées ne comptent jamais pour vérifier si vous pouvez accéder plutôt à la pension. Donc, le rachat d'une année d'études, et on y revient tantôt,
peut compter pour le calcul du montant de la pension, mais pas pour compter le nombre d'années de carrière. La période qui peut compter comme année de carrière, c'est une période de service militaire. Donc, par exemple, si vous avez effectué un service militaire, c'est une assimilation qui peut être faite et gratuitement. Donc, normalement, si vous allez dans My Pension, et ça on y revient tantôt aussi, vous pouvez retrouver la période de service militaire que vous avez effectué. Et si vous ne retrouvez pas cette période dans My Pension, vous pouvez signaler cela à votre caisse d'assurance sociale pour que l'assimilation gratuite soit encore faite. Si vous avez effectué un service militaire, cette période compte pour votre pension. Et s'il s'agit d'au moins 2 trimestres, et c'est souvent le cas, cette année peut encore compter comme année de carrière supplémentaire. Prenons un exemple concret. Ici, nous avons Antoine qui est né le 24 mai 1960 et il a actuellement 61 ans. Il atteindra l'âge légal de 66 ans le 1er juin 2026 et on va regarder maintenant ensemble s'il peut prendre sa pension anticipée ou pas. Donc, il a travaillé comme salarié depuis 1982 et ce jusqu'en 1992. Le 1er juillet 1992, il décide de mettre fin à sa carrière en tant que salarié pour se consacrer à temps plein comme indépendant à titre principal. À partir du 1er juillet 1992, il payera donc des cotisations à titre principal en tant qu'indépendant. L'année 1992 ne comptera, comme nous le savons, pas doublement. Si Antoine est en ordre de paiement de ses cotisations sociales en tant qu'indépendant, il démontrera un total de 42 années de carrière au 1er juillet 2023. Donc 11 comme salarié et 31 comme indépendant. Il pourra prendre sa pension anticipée donc au 1er juillet 2023 car il aura atteint l'âge requis, donc au moins 63 ans, et également le nombre d'années de carrière requises. Les pensions anticipées des indépendants prennent souvent cours le 1er juillet d'une année donnée, car c'est à ce moment-là, après le paiement des 2 premiers trimestres de l'année donnée, que cette année compte comme année de carrière. Donc c'est pour ça que si l'indépendant peut prendre une pension anticipée, ce sera souvent le 1er juillet. En résumé, nous pouvons conclure qu'il est toujours possible de prendre sa pension à l'âge légal de la pension, donc 65, 66 ou 67 ans, selon l'année de naissance, et il est également possible de prendre sa pension plus tôt, en fonction de la carrière. Celui qui a travaillé au moins 42 ans peut en principe contrôler s'il peut accéder plus tôt à la pension, mais celui qui a travaillé moins de 42 ans ne peut en principe donc pas prendre la pension plus tôt. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez vraiment pas à les poser dans les chats. Pour le moment, je ne vois pas encore de questions. Mais voilà, s'il y a un sujet qui n'est pas assez clair, n'hésitez pas. Quelques mots sur My Pension. My Pension est un site web qui a été créé donc par les services de pension et vous pouvez facilement retrouver la date de prise de cours de votre pension, mais ce n'est pas tout. Vous y retrouverez également un aperçu de votre carrière de pension en tant qu'indépendant, salarié ou fonctionnaire, une estimation du montant de votre pension en fonction de la date de prise de cours de la pension. Vous pouvez facilement y simuler les rachats de votre période d'études et donc savoir combien cela vous coûterait, combien cela vous rapporterait. Et vous pouvez même faire d'autres simulations, comme par exemple retarder la date de prise de cours de votre pension. Donc My Pension vaut certainement le coup d'y faire un tour. Et si vous avez des questions concernant l'utilisation de My Pension, les services de pension sont à votre disposition, mais également les collaborateurs donc, des caisses d'assurance sociale. Je vais vous montrer un print screen de My Pension dans quelques instants. Mais quelques mots concernant l'accès. Donc, si vous avez un lecteur de cartes d'identité,
vous pouvez donc accéder à MyPension via cette carte avec votre code PIN. Il y a également l'application mobile It's Me qui permet d'accéder à MyPension via un code unique. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours vous rendre à l'administration communale de votre commune qui ont des ordinateurs à votre disposition. Donc, c'est possible de consulter là également. Je vois qu'il y a une question qui est rentrée de M. Marberon. Donc, comment est-ce que les périodes à l'étranger sont prises en considération, par exemple, si vous avez été salarié à l'étranger? Alors, concrètement, s'il s'agit d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique en tout cas, ou un pays avec lequel la Belgique a un accord bilatéral, on prend ces périodes en compte pour vérifier si vous pouvez accéder plutôt à la pension ou pas. Donc, ce sont des périodes qui peuvent compter comme années de carrière. Par contre, pour le montant de la pension, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça peut avoir une influence sur le montant de votre pension belge, mais de manière générale, si vous avez travaillé à l'étranger, vous constituez une pension dans ce pays-là. Donc, si vous avez été salarié en France, par exemple, vous aurez une pension française en plus de votre pension belge. Les périodes de travail à l'étranger ne sont pas reprises dans MyPension. Peut-être que ce sera dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet-là et concernant l'influence sur votre pension belge, vous pouvez contacter les services de pension, donc l'INASTI pour les indépendants et le service fédéral des pensions pour si c'était une activité en tant que salarié, par exemple. Pourquoi? Car c'est que les services de pension belges qui ont la compétence de contacter les organismes compétents à l'étranger. Donc, nous, en tant que caisse d'assurance sociale, on n'a pas le droit de contacter les organismes à l'étranger. Et voilà, et comme ça, vous pouvez savoir quelle influence en fait sur votre pension belge. Voilà. Voici un petit print screen de MyPension. Concrètement, une fois que vous avez introduit vos données pour vous enregistrer dans MyPension, vous allez tomber sur une page d'accueil. Après, si vous cliquez en haut à droite sur l'onglet Ma pension légale, vous allez retrouver un aperçu de votre carrière de pension constituée en Belgique. Donc, MyPension montrera immédiatement la date de prise de cours la plus proche, si vous entrez en considération pour la pension anticipée, et ensuite la date où vous atteindrez l'âge légal de la pension. Donc là, c'est à droite en bas. Une estimation du montant de votre pension est également reprise dans l'aperçu, pas ici sur la photo, mais dans l'aperçu. Sous les dates, il y aura également déjà une estimation. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, si vous allez en haut à gauche dans Mon dossier, vous retrouverez l'état de la situation de votre dossier. Donc, vous pouvez par exemple y retrouver si votre demande de pension est bien en cours de traitement, si les services de pension ont bien reçu les annexes nécessaires. Mais nous verrons tout cela dans quelques instants quand nous allons parler de la demande de votre pension. Et voilà, comme ça, vous avez un aperçu de à quoi ressemble MyPension. Quelques mots encore concernant la date de prise de cours de la pension. Prendre la pension plus tôt ou à l'âge légal de la pension peut finalement avoir un impact sur les plans de pension complémentaires. Si vous êtes constitué une pension complémentaire, celle-ci vous sera versée au moment de la prise de cours de votre pension légale. Donc, les plans de pension complémentaires sont toujours liés à la pension légale. Et si vous prenez votre pension plus tôt, vous ne pourrez également plus continuer à épargner dans le cadre de votre pension complémentaire. Et c'est quand même une chose importante à savoir si vous souhaiteriez prendre votre pension plus tôt. De plus, il faut savoir que si vous prenez votre pension de manière anticipée, cela peut également avoir un impact sur le taux d'imposition final sur le montant de la pension complémentaire.
Par exemple, si vous avez une pension complémentaire, un engagement individuel, par exemple, et si vous prenez votre pension anticipée, donc à l'âge de 63 ans, par exemple, le taux d'imposition peut être de 16,5%, alors que si vous attendez l'âge légal à 65 ans, ce taux d'imposition ne peut être, par exemple, que de 10%. Donc, ça peut avoir un impact assez important. Et il y a une exception à cela. Si vous totalisez une carrière assez importante de 45 années, donc si vous prenez votre pension plus tôt, mais que vous avez quand même une carrière de 45 années, donc c'est exceptionnel, mais c'est possible, alors il n'y aurait plus cet impôt qui est plus élevé. Mais pour conclure, on vous conseille vraiment de contacter votre assureur auprès duquel vous avez une pension complémentaire pour connaître l'impact d'une pension anticipée et vous pourrez alors à ce moment-là décider si ça vaut le coup de quand même peut-être attendre l'âge légal donc, de 65 ans. Comment demander ma pension? Si vous souhaitez prendre votre pension à l'âge légal de la pension, donc à 65 ans en ce moment, vous ne devez pas expressément demander votre pension. Donc les services de pension examinent en effet automatiquement vos droits de pension un an à l'avance. Si vous avez une carrière mixte, ils vont d'abord également vérifier votre pension en tant que salarié et puis en tant qu'indépendant. Et vous allez recevoir un calcul de votre pension et donc une proposition. Il s'agira de 2 lettres. Donc, d'abord, une lettre de la part des services de pension pour les salariés, donc le service fédéral des pensions, et ensuite une lettre de la part de l'INASI, donc le service des pensions pour indépendants. Si vous souhaitez prendre votre pension de manière anticipée, là, vous devez faire une demande explicite. Vous devez demander votre pension auprès de l'administration communale, de la commune où vous résidez, ou vous pouvez également demander votre pension directement sur le site web mypension.be. Concernant la date de l'introduction de la demande, vous pouvez demander votre pension au plus tôt 1 an à l'avance. Donc, admettons ici dans l'exemple, vous souhaitez prendre votre pension en décembre 2021. Alors, vous pouvez en ce moment déjà introduire votre demande dans MyPension ou via votre commune. Ce qui est très important, c'est que vous avez le temps au plus tard jusqu'au mois qui précède le mois de la prise de cours souhaitée de votre pension. Donc ici, dans l'exemple, vous devez introduire votre pension à votre demande au plus tard en novembre 2021. Si vous introduisez votre demande que plus tard, donc par exemple en décembre 2021, votre pension ne pourra que prendre cours qu'à partir donc, du mois de janvier 2022. Donc voilà, maximum 1 an à l'avance et au plus tard le mois qui précède le mois souhaité. Une fois la demande introduite, les services de pension vont donc examiner vos droits de pension et l'examen se déroulera toujours d'abord du côté du SFP, donc le service fédéral des pensions pour les salariés ou les fonctionnaires, et ensuite du côté de l'INASI, donc pour les indépendants. Vous recevrez de toute façon donc une proposition de pension de ces 2 instances qui sera accompagnée d'une annexe où vous devez répondre à plusieurs questions. Par exemple, si vous comptez continuer à travailler comme indépendant, après la pension, si vous êtes marié, vous devrez également donner des informations au sujet de votre conjoint et plus précisément la situation professionnelle de votre conjoint. Et votre pension ne pourra vous être effectivement versée qu'une fois que vous aurez rempli et renvoyé ces annexes envoyées. Et c'est pour cela que je mentionnais l'onglet dossier là tantôt dans MyPension, car vous pouvez un peu voir où se situe donc le déroulement de votre demande à ce moment-là.
quelle période génère des droits de pension? Ou plus précisément, quelles périodes sont prises en compte pour le calcul de ma pension? La carrière de pension se constitue principalement de périodes de travail. Donc, toute personne qui travaille doit payer des cotisations sociales et se constituer des droits sociaux sur base de ça, dont la pension. En cas de carrière mixte, on regardera chaque jour de travailler en tant que salarié et chaque trimestre pour lequel l'indépendant s'est constitué des droits de pension. Les informations suivantes concerneront uniquement les salariés et les indépendants. La pension en tant que fonctionnaire suit en effet d'autres règles et ne sera donc pas traitée ce soir. Quelle période de cotisation ouvre des droits de pension pour les salariés, donc concrètement les jours travaillés, les périodes d'indemnité de maladie, mais également les périodes d'allocation de chômage. Maintenant, il y a quelques périodes parfois qui ne comptent pas d'interruption de carrière. Par exemple, nous savons que, de manière générale, si une personne a pris 5 ans d'interruption de carrière, uniquement 3 années pourront compter pour la pension. Mais c'est très spécifique et cela dépend vraiment du type d'interruption de carrière pris. Également, si, dans quel est l'employeur, par exemple. Du salarié. Donc, sur ce slide-là, il y a un lien vers le service fédéral des pensions avec plus d'explications à ce sujet. Mais en tout cas, si la période compte pour la pension, vous devez voir cette période dans l'aperçu de carrière dans MyPension. Maintenant, les périodes qui comptent pour les indépendants. Donc, concrètement, si l'indépendant est exercé à titre principal. Il doit s'agir en effet de cotisations sociales payées à titre principal ou en tant que conjoint et dans les autres catégories d'indépendants sont redevables de cotisations sociales moins élevées et ne se constituent donc pas de droit de pension en tant qu'indépendant. Par exemple, l'indépendant qui est affilié sous l'article 37. L'article 37 permet à un indépendant à titre principal ou à un conjoint aidant, sous certaines conditions, de payer des cotisations réduites au lieu des cotisations minimales. Et si c'est le cas, les périodes sous l'article 37 ne compteront donc pas pour la pension en tant qu'indépendant. L'indépendant qui est affilié à titre complémentaire et qui paye des cotisations réduites ne se constitue également pas de pension en tant qu'indépendant. Il s'agit juste de cotisations de solidarité. Il y a une exception à cela si l'indépendant à titre complémentaire paye des hautes cotisations sociales en tant qu'indépendant. Donc, il s'agit d'un minimum que le montant redevable par les indépendants à titre principal. Donc en 2021, il s'agit de 745,51 € par trimestre. Si l'indépendant à titre complémentaire paye au moins cette hauteur-là en cotisation sociale, il se peut qu'en plus de sa pension de salarié, il se constitue également une partie de pension en tant qu'indépendant. Mais ça dépend vraiment du dossier complet. Mais voilà, donc c'est possible qu'en tant qu'indépendant, il se constitue donc également une partie de pension. Si l'indépendant n'a pas travaillé, certaines périodes peuvent également être assimilées pour la pension. On peut faire une distinction entre les assimilations qui sont gratuites et les assimilations payantes et donc volontaires. Sur les assimilations gratuites, nous retrouvons par exemple l'assimilation pour cause de maladie. L'indépendant qui est en effet en incapacité de travail et qui ne peut pas travailler pendant une certaine période peut, sous certaines conditions, demander l'assimilation pour cause de maladie auprès de sa caisse d'assurance sociale. Et l'assimilation pour cause de maladie consiste en fait dans le fait que l'indépendant ne doit plus payer ses cotisations trimestrielles, mais les trimestres compteront toujours pour la pension. Le service militaire, nous avons déjà abordé. Maintenant, il existe deux situations où on peut payer pour l'assimilation d'une certaine période. Il y a le rachat de la période d'études, il y a également l'assurance continuée. Nous allons aborder ces deux points maintenant, plus en détail.
celui qui arrête de travailler en tant qu'indépendant et qui n'obtient pas une des assimilations gratuites précitées ne se constitue plus de pension en tant qu'indépendant, et cela peut avoir un impact sur la date de prise de cours de la pension ainsi que sur le montant de la pension. L'indépendant qui cesse toute activité se retrouve finalement sans couverture sociale. Par exemple, s'il n'entame pas directement une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant ou salarié, et également s'il n'a pas droit à une indemnité sociale après la cessation de son activité en tant qu'indépendant. Concrètement, pourquoi est-ce que je dis cela? Les indépendants qui cessent en tant qu'indépendants et qui ont été salariés auparavant peuvent, sous certaines conditions, retomber dans le régime des salariés et ouvrir à nouveau les droits aux allocations de chômage. Et s'ils perçoivent des allocations de chômage en tant que salariés, du coup, ils continuent à se constituer des droits de pension et des droits sociaux de manière générale à nouveau dans le régime des salariés. Par contre, si l'indépendant ne peut plus retomber dans le régime, entre guillemets, dans le régime des salariés, et s'il n'entame pas une nouvelle activité professionnelle, du coup, il n'y aura plus de couverture sociale. Et dans ce cas-là, il peut décider de prendre une assurance continuée en tant qu'indépendant. L'assurance continuée peut être intéressante pour celui qui pourrait bientôt prendre sa pension anticipée et qui, sans cette période d'assurance continuée, ne totaliserait pas assez d'années, par exemple, pour accéder à cette pension anticipée. Elle permet également de rester peut-être uniquement assuré pour l'assurance maladie, par exemple. Voyons un peu ce que contient ce slide. Donc, l'assurance continue offre la possibilité de rester assuré après la cessation de l'activité indépendante. C'est une assurance volontaire. L'indépendant n'est pas obligé de souffrir cela après la cessation, et la durée de l'assurance est limitée dans la durée. Il s'agit donc d'une solution temporaire et concrètement, de manière générale, il s'agit de 2 ans maximum. Donc, premièrement, il y a une condition, l'indépendant doit avoir été affilié au moins 4 trimestres en tant qu'indépendant à titre principal, en tant que conjoint aidant, donc avoir payé pendant au moins 4 trimestres des cotisations sociales assez élevées. Et s'il décide de prendre l'assurance continuée, cela sera possible généralement que maximum 2 ans. Après, une prolongation est possible, même jusqu'à la date de prise de cours de la pension, mais uniquement si l'indépendant se trouve déjà près de la date possible de prise de cours de la pension. Concrètement, la prolongation de 5 ans après ces 2 ans est possible, mais il faut que la période de 2 ans et de 5 ans se chevauche d'une certaine façon, et les règles sont assez compliquées, mais concrètement, il faut que la première période de l'assurance continuée soit prise au plus tôt le 1er avril de l'année du 58e anniversaire. Si votre âge légal est de 65 ans et que vous prenez votre assurance continuée au plus tôt le 1er avril de l'année de votre 58e anniversaire, vous pourrez prendre l'assurance continuée jusqu'à la date de prise de cours de votre pension. Si vous prenez l'assurance continuée plus tôt, cela dépendra de la situation et du moment où la cessation se produira. Et si cela arrive plus tôt, vous pourrez prendre 2 ans maximum d'assurance continuée. Donc, ce sera vraiment une solution temporaire. C'est une assurance payante. Le montant des cotisations trimestrielles sera calculé sur le revenu perçu d'il y a 3 ans en tant qu'indépendant. Et contrairement aux cotisations sociales normales en tant qu'indépendant, il n'y aura pas de révision de ces cotisations. Donc, c'est calculé sur base du revenu d'il y a 3 ans, et puis il n'y aura plus de révision. Donc, ce sont des cotisations directement définitives. Si à partir d'un certain moment, on ne peut plus retourner 3 ans en arrière pour vérifier quelle base de calcul à prendre, on emploie la dernière année complète d'activité. Donc, si vous avez eu un haut revenu il y a 3 ans, il se peut que cette assurance est quand même assez onéreuse.
à quel prix. Le pourcentage même de la cotisation, c'est un pourcentage annuel que vous voyez sur ce slide. Ça dépend de l'option que vous souhaitez prendre. Vous pouvez prendre l'assurance continue uniquement pour continuer à vous constituer les droits de pension. Dans ce cas-là, il s'agit d'un pourcentage de 11,78% et il y a toujours un certain minimum. Et si vous souhaitez être assuré tant pour la pension que l'assurance maladie, donc par exemple, si vous rentrez toujours en considération pour des indemnités de maladie, par exemple, dans ce cas-là, l'assurance est un peu plus chère et est de 19,44%. Ces 19,44%, cela correspond environ au minimum d'un indépendant à titre principal finalement. Donc, ça dépend un peu dans quelle situation vous vous trouvez et de manière générale, on conseille l'assurance continuée si vous êtes proche de la date de prise de cours de votre pension ou si grâce à l'assurance continue, vous pouvez peut-être totaliser assez d'années de carrière pour avoir une pension minimale garantie, chose que je vais directement aborder dans quelques instants. N'hésitez pas en tout cas à contacter votre conseiller personnel chez Liantis si vous êtes affilié auprès de Liantis pour avoir plus de détails à ce sujet et pour savoir si ce serait éventuellement intéressant si vous tomberez dans cette situation. Une autre période d'assimilation payante, ce sont les périodes d'études. On sait que les années d'études ne rapportent pas automatiquement des droits de pension, mais il est néanmoins possible, sous certaines conditions et contre-paiement, de reprendre les années d'études dans la carrière de pension. Les années d'études rachetées pourront avoir une influence sur le montant de votre pension, mais ne pourront jamais faire en sorte que vous pouvez accéder plutôt à la pension. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ou pas? Cela dépend vraiment de dossier en dossier. Donc, on ne peut pas dire généralement si c'est intéressant ou pas. Ça va dépendre du coût qui est différent selon la période des années d'études, selon l'âge que vous avez quand vous décidez d'assimiler votre période d'études, selon la pension que vous êtes déjà constituée. Donc, c'est vraiment très personnel. Ça dépend du cas par cas. Concrètement, les années d'études peuvent donc augmenter le montant de la pension, même pas tout le temps, mais c'est intéressant de savoir que la cotisation sociale que vous payerez éventuellement pour le rachat de vos années d'études est déductible à titre de frais professionnels, donc dans l'année de paiement. Donc ça, c'est quand même, d'un point de vue fiscal, quelque chose qu'on peut aussi prendre en considération. Dans MyPension, vous avez la possibilité de simuler donc, le rachat de votre période d'études et vous pouvez directement avoir un aperçu du coût et de l'apport mensuel brut en pension que cela vous rapporterait. Si vous ne savez pas trop comment effectuer cette simulation, nous avons créé un document qui comprend étape par étape comment faire la simulation dans MyPension. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, donc les collaborateurs de Liantis, et on peut vous donner ce document pour vous aider à faire cette simulation. Je peux quand même dire quelques mots concernant le coût. Le coût de la simulation de la période d'études, si vous introduisez votre demande à l'heure actuelle, le coût sera assez élevé. Concrètement, il y avait une période transitoire qui s'étendait jusqu'au 30 novembre de l'année passée. Si l'indépendant avait introduit sa demande jusqu'à cette date, donc avant le 1er décembre de l'année passée, il y avait un coût forfaitaire qui était appliqué donc, pour chaque année qui se situait après le 20e anniversaire de la personne. Il y avait un coût forfaitaire de 1 560 € par année et les années avant le 20e anniversaire pouvaient déjà être très onéreuses. Maintenant,
depuis le 1er novembre 2020, le calcul pour le coût des années d'études, donc pour le rachat des années d'études, se fait de façon actuarielle pour toute la période. Donc, tant pour, comme c'était déjà le cas avant, les périodes avant l'année du 20e anniversaire que les années d'études qui se situent après le 1er janvier de votre 20e anniversaire. Et du coup, l'assimilation est, pour une demande qui est introduite à l'heure actuelle, très élevée par rapport à l'apport en pension que cela pourrait vous rapporter. Maintenant, si vous décidez d'assimiler votre période d'études dans les 10 ans qui suivent l'obtention de votre diplôme, alors ce coût forfaitaire peut encore être appliqué, cela peut encore peut-être éventuellement être intéressant, mais le problème est alors qu'on ne sait pas quelle sera votre pension d'ici 30 ans, 40 ans. Donc, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de dire si c'est vraiment intéressant ou pas maintenant, mais de manière générale, je trouve personnellement que le coût est devenu trop élevé pour que cela soit intéressant. Il y a toujours des exceptions, c'est toujours au cas par cas, comme je l'avais dit. Donc, quelqu'un qui aurait une carrière assez petite et qui, en rachetant des années d'études, pourrait obtenir 30 années de carrière pour accéder à la pension minimale garantie. On y revient directement. L'assimilation peut être très onéreuse, mais ça peut peut-être faire accéder à la pension minimale garantie et quand même avoir un apport en pension assez conséquente. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, bien sûr, de faire la simulation dans MyPension et de regarder si c'est éventuellement intéressant ou pas. Quelques mots concernant le montant maintenant de la pension en tant qu'indépendant. Le montant final de la pension en tant qu'indépendant dépend de manière générale de 3 éléments. Donc, il y a la durée de la carrière, le revenu que l'indépendant a perçu et la situation familiale de l'indépendant. Plus la carrière est longue, plus la pension sera élevée. Le montant de la pension dépend également de la situation familiale, donc une pension automénage plus élevée est ainsi possible sous certaines conditions et uniquement en cas de mariage. On y revient directement. Et plus le revenu est élevé, plus la pension sera élevée également, car l'indépendant paye des cotisations sociales sur base du revenu net imposable de chaque année. Mais il convient quand même de nuancer l'impact du revenu des indépendants lorsque l'intéressé a droit à la pension minimale garantie. Le mécanisme de la pension minimale garantie fait en effet que le niveau de revenu ne joue plus vraiment un rôle. Donc, je vais directement vous expliquer quelle est cette pension minimale garantie. Concrètement, dans un premier temps, donc, les services de pension vont commencer par calculer la pension sur base de vos revenus en tant qu'indépendant, donc de chaque année. Et chaque année, vous avez donc obtenu un certain revenu en tant qu'indépendant, vous avez payé des cotisations sociales sur base de ce revenu et chaque année, vous constituez une pension, ce qu'on appelle une pension proportionnelle. Ensuite, il vérifie si l'intéressé a une carrière d'au moins 30 ans. Si l'intéressé a une carrière d'au moins 30 ans, et pour cela, on regarde également les années en tant que salarié, un deuxième calcul va être effectué sur base de la pension minimale garantie. Et celle-ci est calculée sur base d'un revenu fictif et dépend ensuite de la durée de la carrière. Donc, par exemple, celui qui a une carrière de 45 années, donc une carrière complète, aura droit à un montant maximum de 1 325 € au taux d'isolé. Donc, ces 1 325 €, c'est la pension minimale garantie des indépendants en 2021 en cas de 45 années de carrière. Si l'indépendant a droit à une pension auto-ménage, on y revient dans quelques instants, ce montant sera de 1 656 € par mois. Si la carrière est moins de 45 années, donc par exemple, vous avez une carrière de 42 années,
le montant de la pension minimale garantie sera une fraction de ce montant total. Donc ici, vous voyez 42,45e de ce montant total est 1237,52 €. Dans la plupart des cas, en ce moment, la pension minimale garantie sera plus intéressante que la pension proportionnelle que l'indépendant s'est constituée. Et c'est les services fédéraux des pensions qui vont faire ce calcul pour vous. Donc, ils vont regarder quelle option est la plus intéressante. Les indépendants qui ont une pension proportionnelle sont les indépendants qui ont payé des très hautes cotisations sociales et pendant une longue période. On parle de payer des cotisations sociales en tant qu'indépendant sur un revenu net imposable en tant qu'indépendant d'au moins 30 000 € de chaque année et pendant une période assez longue au courant de la carrière. Donc voilà, ça maintenant vous avez une idée concernant le montant de la pension minimale garantie qui est de 1 325 €. Et donc si vous avez par exemple 42 années de carrière, sachez que la pension minimale sera donc 42,45e de ce montant. On nous pose souvent la question de savoir quand il est possible d'obtenir une pension complète. On va un peu nous écarter du sujet, mais la question est quand même assez intéressante. Il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on entend par là, donc une pension complète. Dans la pratique, elle peut avoir différentes significations. Cette notion peut renvoyer à la constitution de pension maximale par an, car en effet, la constitution annuelle de pension est plafonnée chaque année. Mais ça veut également, par exemple, cela vaut uniquement, par exemple, pour les droits à la pension minimale garantie. Donc, il peut s'agir de savoir si on atteint 45 années et si on a droit à la pension, au montant complet de la pension minimale. Ou cela peut renvoyer au nombre d'années de carrière, avoir une carrière complète de 45 années pour éventuellement pouvoir percevoir des revenus illimités si on décide de prendre sa pension directement et pas attendre l'âge légal. Donc ça aussi, on y revient tantôt. Mais une chose est sûre, cette notion peut avoir différentes significations et ce qu'on veut généralement savoir, c'est à quel moment on atteint le montant de pension le plus optimal. Voilà, c'est pour cela que consulter MyPension peut quand même être très intéressant car vous pouvez en effet faire différentes simulations. Donc, même directement déjà vérifier la différence du montant de votre pension en cas de prise de pension anticipée ou si vous attendez l'âge légal à la pension. De manière générale, si vous avez déjà une carrière d'au moins 30 années, donc en tant que salarié indépendant ensemble, si vous avez une carrière mixte, la différence du montant de pension ne sera souvent pas si élevée que ça. Donc voilà, quelques mots concernant la pension complète. Maintenant, nous allons aborder la pension auto-ménage. Donc, dans certains cas, la pension ménage sera plus avantageuse que la pension auto-isolée d'une certaine personne. La pension ménage est généralement 25% supérieure au montant de la pension isolée. Dans quel cas est-ce que la pension auto-ménage sera octroyée à un indépendant? Il s'agira donc, il faut que deux conditions soient remplies. Premièrement, le partenaire n'a pas encore droit à la pension et a un revenu limité professionnel. Ou si le partenaire est déjà pensionné également, le total des montants auto-isolés est inférieur à la pension ménage la plus importante. La pension ménage est uniquement possible pour les personnes qui sont mariées, donc pas les cohabitants légaux. Et c'est également un examen qui est fait automatiquement par les services de pension. Donc, c'est sur base des annexes que vous avez remplies et renvoyées en fait aux services de pension qu'ils vont déterminer si vous avez droit à une pension de ménage ou pas. Et ils vont également déterminer quelle option est la plus intéressante.
Ici, vous voyez un slide qui reprend un peu les situations possibles. Donc, quand est-ce que les services de pension vont octroyer une pension auto-isolée et quand est-ce que les services de pension vont octroyer une pension auto de ménage. Je ne vais pas tout lire à nouveau ça, mais concrètement, il faut que les personnes soient mariées et je peux peut-être vous donner un exemple concret. Admettons que monsieur, pour l'exemple, peut prendre sa pension au 1er juillet 2021 de cette année-ci et que sa partenaire travaille et était par exemple conjointe aidante du monsieur. Concrètement, ils ont un choix qu'ils peuvent faire. Si la conjointe aidante décide de limiter ses revenus, donc concrètement ce que la personne physique va attribuer en tant que rémunération à la conjointe aidante, si c'est limité, le service des pensions va décider que la pension de ménage peut être octroyée à monsieur qui a pris sa pension depuis le 1er juillet 2021. Par contre, si l'épouse décide de ne pas limiter ses revenus en tant que conjointe aidante, dans ce cas-là, le monsieur recevra une pension auto-isolée et il n'y aura pas de limitation de revenus pour la conjointe aidante. Après, quand la conjointe aidante pourra prendre sa pension à son tour un peu plus tard, les services de pension vont à nouveau refaire une analyse de la situation. Ils vont comparer donc le total des deux montants de pension auto-isolée, tant le pension auto-isolé de l'épouse que le pension auto-isolé du monsieur. Et si le total est inférieur à la pension auto-ménage de monsieur, les services de pension vont continuer à octroyer la pension auto-ménage. Donc, c'est une pension pour les deux conjoints, mais qui est plus intéressante. Travailler après la prise de cours de la pension. Est-ce que l'indépendant doit limiter ses revenus s'il prend sa pension légale? Concrètement, cela va dépendre du moment à laquelle l'indépendant prend sa pension. S'il prend sa pension légale au courant de l'année où il atteint l'âge légal de la pension, il ne devra pas limiter ses revenus. Donc, quelqu'un qui est né en 1956 atteint l'âge légal de 65 ans, 65 ans oui, en 2021. S'il prend sa pension en 2021 et s'il décide de continuer à travailler comme indépendant, il ne devra pas limiter ses revenus en tant qu'indépendant. Donc, il n'y aura aucune incidence sur la pension du monsieur ici, dans cet exemple. Par contre, si l'indépendant décide de prendre sa pension de manière anticipée, il y a de grandes chances que l'indépendant devra limiter ses revenus jusqu'au 1er janvier de l'année où il aurait atteint l'âge légal. Il y a une exception à cela, c'est que si au moment où l'indépendant prend sa pension anticipée, il totaliserait également une carrière déjà de 45 années. Donc, c'est assez exceptionnel, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, il pourra également directement gagner de façon illimitée. Admettons maintenant que l'indépendant doit limiter ses revenus. Donc, on va directement voir de quel montant il s'agit. Mais si voilà, l'indépendant prend sa pension anticipée, il n'a pas 45 années de carrière, il doit limiter ses revenus en tant qu'indépendant. S'il dépasse la limite autorisée d'un certain pourcentage, il devra rembourser ce même pourcentage en termes de pension. Donc, la règle est assez simple. Par contre, s'il dépasse à 100% le montant, donc s'il gagne le double de ce qu'il pourrait gagner, s'il dépasse le double de la limite, disons, dans ce cas-là, il va devoir rembourser complètement sa pension.
il y a certaines solutions possibles si vous êtes par exemple actif dans le cadre d'une société. On sait que les cotisations sociales, ou en tout cas les revenus d'indépendants, le revenu est imposable, est basé sur le salaire en fait que la société octroie aux administrateurs et aux gérants. Donc, si vous devez limiter vos revenus pendant, disons, 3 ans, vous pouvez peut-être opter pour une limitation des salaires que la société vous octroie jusqu'au moment où on se situe de nouveau dans l'année de votre âge légal. À ce moment-là, il n'y aura plus de limites nécessaires. Donc ça, c'est une option. Maintenant, il y a d'autres situations pour lesquelles il faut tenir compte. Ici, vous avez un exemple des montants. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les montants, c'est assez petit pour moi. Concrètement, si vous prenez votre pension avant le 1er janvier de l'année où vous atteignez l'âge légal de la pension, et si vous ne disposez pas de 45 années de carrière en total, vous devez limiter votre revenu net imposable en tant qu'indépendant à 6 797 € net imposable. Donc, si vous disposez d'une carrière de 45 années, au moment où vous prenez votre pension anticipée, il n'y a directement pas de limitation. Après, à droite, il y a l'exemple du fait que l'indépendant prend sa pension à partir du 1er janvier de l'année où il atteint l'âge légal de la pension. Et donc, du coup, il n'y a directement aucune limitation, aucune incidence sur la pension. Et on ne garde pas, en fait, le revenu en tant qu'indépendant. C'est aussi une question que les services des pensions vont vous poser suite à la demande de votre pension. Ils vont vous demander quand vous souhaitez prendre votre pension. Et si vous allez limiter vos revenus ou pas. Donc, voilà, ça c'est à titre informatif. Ici, il y a un petit exemple aussi. Voilà, donc le premier exemple est un indépendant. Donc, c'est un exemple que j'ai déjà donné, quelqu'un qui atteint l'âge légal de 65 ans cette année-ci, donc il ne doit pas limiter ses revenus. Et l'autre exemple est une personne qui doit limiter ses revenus jusqu'au 1er janvier, où il aurait atteint l'âge légal à la pension, donc au 1er janvier 2024. Maintenant, de manière générale, admettons qu'il n'y a pas de limite de revenus, qu'il n'y aura donc aucune incidence sur la pension légale. Il s'agit quand même de revenus complémentaires et ça peut quand même toujours avoir un impact pour vos impôts de manière générale. Donc, c'est quand même toujours intéressant d'également avoir un avis de votre conseiller fiscal ou de votre comptable pour quand même vérifier si certaines limites fiscales ne devraient peut-être pas être dépassées. Donc, on a vu maintenant dans quel cas l'indépendant doit limiter ses revenus. Donc là, on a parlé de la pension personnelle de l'indépendant. Maintenant, si l'indépendant obtient une pension de ménage, dans ce cas-là, le partenaire devra, lui ou toujours, limiter ses revenus. Concrètement, si le partenaire dépasse certaines limites de revenus, la pension de ménage ne pourra plus être octroyée et le pensionné retournera à une pension auto-isolée. Mais ça, c'est quelque chose d'autre que ce qu'on vient de voir. Donc, le dépassement d'un certain seuil, s'il doit limiter ses revenus, ça, c'est concernant la pension propre. Donc, il se peut que l'indépendant qui perçoit une pension auto-ménage se tient, lui, au seuil nécessaire et donc, il n'y aura pas d'incidence sur sa pension s'il se tient à cette limite de 6 700 € qu'on a vue. Par contre, s'il a une pension auto-ménage et ou sa partenaire, quant à elle, dépasse les limites de revenus de conjoint aidante ou de partenaire de manière générale,
alors la pension automénage ne pourra plus être octroyée pour l'année en question, mais le pensionné retombera à une pension auto-isolée. La limite de revenus pour le partenaire, donc en cas de pension automénage, dépend tout simplement de l'âge du partenaire, du conjoint précisément, car la pension automénage est toujours uniquement qu'une possibilité si les personnes sont mariées. Si le conjoint ou la conjointe a moins de 65 ans, le revenu net imposable est limité à 6 797 €, donc c'est le même montant. Par contre, si la conjointe est plus âgée, il s'agit d'une limite de 19 600 €. Maintenant, ce sont des montants qui changent d'année en année, donc vous ne devez pas vraiment vous accrocher à ce montant-là. Sur le site web des services des pensions, il y a toujours les montants actuels, mais également sur le site web de l'INDIS. Et voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a une distinction entre le droit personnel à la pension et en cas de pension automénage, qu'il y a aussi des limites à respecter du côté du revenu du partenaire. Voilà, donc ça, c'est les exemples que je viens de donner. On va finir cette formation à quelques mots concernant les cotisations sociales qu'un indépendant pensionné est redevable. Donc, en effet, s'il décide de continuer une activité en tant qu'indépendant. Concrètement, si vous décidez de continuer à travailler comme indépendant après la prise de cours de votre pension, vous restez assujetti au statut social des travailleurs indépendants et vous restez redevable de cotisations sociales en tant qu'indépendant. Concrètement, il y aura des cotisations provisoires calculées sur base du revenu d'il y a 3 ans que vous avez perçu. Et ces cotisations seront à chaque fois, pour chaque année, révisées sur base de vos revenus réels. Donc, ce principe est toujours applicable et ne change pas si vous décidez de continuer à travailler après la pension, mais il y a une différence concernant le taux des cotisations sociales. En tant que pensionné, le taux redevable en cotisation sociale est réduit et il s'agira de 14,7% sur une base annuelle, donc calculé sur votre revenu net imposable annuel, au lieu de 20,5% pour les indépendants, donc à titre principal. Donc il y a une réduction et il y a aussi un seuil d'exonération qui sera applicable à partir de ce moment-là, car voilà, l'indépendant qui est pensionné n'est plus redevable d'une cotisation minimale. Donc, si le revenu net imposable d'une année donnée est sous un certain seuil, l'indépendant peut même être exonéré de paiement de la cotisation sociale. Maintenant, vous voyez sur ce slide qu'il y a concernant les cotisations provisoires. Donc, normalement, elles sont toujours d'abord calculées sur le revenu d'il y a 3 ans. Il y a une exception pour les indépendants qui doivent justement limiter les revenus. De quoi s'agit-il? Concrètement, les services des pensions nous envoient un communiqué automatique si un de nos clients prend sa pension, et on a directement l'information de la part des services des pensions si vous devez limiter ou pas vos revenus. Et si vous devez limiter vos revenus, les caisses d'assurance sociale vont calculer une cotisation sociale qui correspond justement à la limite des revenus que vous ne devez pas dépasser. Donc ça, c'est une information voilà, qui peut être intéressante. Voilà. Maintenant, si vous décidez de cesser votre activité en tant qu'indépendant, il y aura bien évidemment plus de cotisations à payer après la cessation de l'activité, mais bien pour la période allant jusqu'à la cessation. Donc, il y aura toujours une révision des cotisations provisoires des années qui précèdent la cessation, donc toujours sur base du revenu réel de l'année en question. Donc, même
après la prise de cours donc, de la pension. Et la révision, donc sur base des revenus réels, peut avoir un impact sur le montant de la pension. Si l'indépendant a une pension proportionnelle, par exemple, et doit payer une cotisation de régularisation sur base des revenus réels, on doit payer un supplément à la caisse d'assurance sociale, il se constituera un peu plus de pension pour l'année en question, mais donc du coup, il y aura une révision du montant de la pension à partir de la date de prise de cours de la pension. Sont des calculs qui vont se faire automatiquement, car si nous réclamons une plus haute cotisation, les services de pension vont être au courant et ils vont recalculer la pension qui vous est octroyée. S'il s'agit que de quelques années, souvent l'incidence ne sera pas très élevée, mais c'est quand même une bonne chose à savoir. Voilà, donc ça c'est un peu en bref concernant la cessation de l'activité. Nous sommes arrivés à la fin de la formation. On a encore un peu le temps pour parcourir les questions, donc je vais regarder dans le chat. Voilà, donc je vois une question de Madame Fago qui demande justement si on continue à travailler après l'âge légal à la pension, est-ce qu'on doit honorer les régularisations des années antérieures? Tout à fait. Donc, il y aura toujours des régularisations sur base du revenu réel. Il n'y a plus, avant, il y avait une exception à cela, mais maintenant, il n'y a plus d'exception possible. Si on est né en 1964, est-ce qu'on peut aussi prendre l'assurance continuée à 58 ans? Oui, tout à fait. En fait, ça va un peu... ce ne sera pas 58 ans, mais ce sera 60 ans. Donc, concrètement, on va toujours comparer l'âge légal. Donc, si vous êtes né en 1964, on pourra, si vous prenez votre assurance continuée, au plus tôt le 1er avril de l'année de votre 60e anniversaire. Dans ce cas-là, l'assurance continuée pourra continuer jusqu'à la prise de cours de votre pension. Donc, en effet, je ne sais pas si je peux retourner sur ce slide, mais pour l'assurance continuée, on doit en effet regarder l'âge légal. Donc ici, voilà, donc une prolongation est possible jusqu'à la pension pour la personne qui demande l'assurance continuée à partir du 1er avril. Et si la personne est née en 1964, il s'agira donc de l'année de son 60e anniversaire. Est-ce qu'un indépendant peut prendre une pause carrière? Malheureusement, ça n'existe pas vraiment dans le cadre des indépendants. Il existe certaines formes de pause de carrière, mais s'il y a un motif, donc ça c'est la seule forme de pause carrière qui est comparable à celle des régimes des salariés. C'est par exemple si l'indépendant doit cesser ses activités pour protéger des soins à un aidant proche. Dans ce cas-là, il peut déjà entrer en considération pour une allocation mensuelle, mais également être dispensé pour maximum 12 mois du paiement des cotisations sociales et cette période compte encore complètement pour les droits sociaux, donc également pour les droits de pension. Mais à part ce cas précis, il n'y a pas vraiment de pause carrière prévue dans le cadre des indépendants. Je vois qu'il y a aussi également une autre question un peu plus personnelle concernant le fait d'arrêter avant l'âge légal et le fait de ne pas encore pouvoir prendre la pension anticipée. Vous n'êtes pas obligé de continuer à cotiser pour votre pension légale. C'est un choix de prendre l'assurance continuée ou pas. Mais pour vérifier si l'assurance continuée est une option intéressante ou pas, je vous invite donc à contacter
ou bien les collaborateurs de l'IMT si vous êtes indépendante chez nous, car comme ça on a accès directement à vos données d'indépendants, ou bien si ce n'est pas le cas, de contacter les services de pension pour avoir vraiment un avis personnel dédié sur votre dossier. Une question de Madame Delvaux. Peut-on prendre sa pension le 1er janvier de l'année où on atteint l'âge légal de la pension? C'est possible si vous entrez en considération pour la pension anticipée. Donc, si vous avez assez d'années de carrière à ce moment-là, donc au moins 42 années de carrière, vous pouvez en effet décider de prendre votre pension au 1er janvier de l'année où vous avez atteint l'âge légal de la pension. Voilà, je crois que toutes les questions ont été abordées concernant les indépendants, en tout cas. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'il y a un suivi des questions de manière générale. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. J'espère que cela a été instructif et je vous souhaite d'avoir une très bonne soirée. Ok, aussi de ma part, je voudrais vous remercier pour votre attention et comme c'est prévu, demain, vous recevrez tous les enregistrements des 3 sessions consécutives. Bonne soirée.